Chapitre 12. Anna et Vronsky échangeaient des coups d'œil depuis un bon moment, consternés du verbiage prétentieux de leur ami. Enfin, Vronsky, sans attendre leur hôte, passa dans une petite pièce contiguë à l'atelier. « Ah, comme c'est charmant, comme c'est merveilleux, c'est délicieux !» dirent-ils d'une seule voix. Qu'est-ce qui leur plaît tant ? Songea Mikhaïlov. Il avait oublié ce tableau, peint 3 ans plus tôt. Il avait oublié toutes les souffrances et toutes les joies que ce tableau lui avait fait éprouver alors qu'il avait passé plusieurs mois à y travailler sans relâche nuit et jour. Il avait même oublié qu'il oubliait toujours les tableaux achevés. Il ne prenait même plus plaisir à le regarder, et il ne l'avait accroché là que parce qu'il attendait un Anglais qui désirait l'acheter. « Ah, ce n'est rien, une ancienne étude, » dit-il. « Comme c'est joli, » dit Golenishtchev à son tour, apparemment charmé par le tableau. Le jeune garçon pêchait à l'ombre d'un cytise. Le plus âgé venait de jeter sa ligne et dégageait avec soin le flotteur accroché à un buisson. Il paraissait entièrement absorbé par cette occupation. Le plus jeune, couché dans l'herbe, sa tête blonde et ébouriffée, appuyée sur une main, contemplait l'eau de ses yeux bleus pensifs. À quoi songeait-il ? L'enthousiasme provoqué par ce tableau raviva en Mikhaïlov son émotion de jadis, mais il craignait ce sentiment oiseux pour le passé. Aussi, bien que ses éloges lui fissent plaisir, voulut-il détourner l'attention des visiteurs vers un 3e tableau. Vronsky lui demanda si le tableau était à vendre. Cette allusion à l'argent, dans un moment d'agitation intérieure, fut pénible à Mikhaïlov. « Il est exposé pour la vente, » répondit-il, en fronçant les sourcils d'un air morose. Lorsque les visiteurs furent partis, Mikhaïlov s'assit en face de son tableau du Christ et Pilate, et repassa dans son esprit ce qui avait été dit, ou du moins sous-entendu par ses hôtes. Chose étrange, ce qui avait eu pour lui tant de poids lorsqu'ils étaient là et lorsqu'ils se plaçaient en pensée à leur point de vue, perdait soudain pour lui toute importance. Il se reprit à contempler son tableau avec son regard d'artiste et retrouva la certitude de la perfection, partant de la portée de son œuvre, certitude qui lui était nécessaire pour conserver cette tension qui absorbait tous ses autres intérêts et sans laquelle il ne pouvait travailler. La jambe raccourcie du Christ avait cependant un défaut. Il prit sa palette et se mit à l'ouvrage. En rectifiant la jambe, il portait à tout instant les yeux sur la figure de Saint Jean à l'arrière-plan que les visiteurs n'avaient même pas remarqué et qui, il le savait, était d'une perfection achevée. Lorsqu'il eut terminé la jambe, il voulut s'attaquer à cette figure, mais il se sentit trop ému. Il ne pouvait travailler ni lorsqu'il était trop indifférent, ni lorsqu'il était attendri et perméable à tout. Ce n'était que dans l'état intermédiaire, entre la froideur et l'exaltation, que le travail était possible. En ce moment, il était trop ému. Il voulut recouvrir le tableau, mais s'arrêta et, tenant d'une main la draperie, contempla longuement la figure de Jean avec un sourire de béatitude. Enfin, s'arrachant comme à regret, il laissa retomber la draperie et, fatigué mais heureux, s'en retourna chez lui. Vronsky, Anna et Golenishtchev furent particulièrement gais et animés en rentrant à la maison. Ils parlèrent de Mikhaïlov et de ses tableaux. Le mot « talent » qui leur servait à exprimer un don inné, presque physique, indépendant du cœur et de l'esprit, et qui leur permettait de donner un nom à tout ce qui était ressenti par l'artiste, revenait fréquemment dans leur conversation. Il leur était indispensable pour définir ce dont ils voulaient parler.
bien qu'ils n'en eussent aucune idée. Il disait qu'on ne pouvait lui refuser le talent, mais que ce talent ne pouvait se développer faute de culture. Malheur commun à tous nos artistes russes. Mais le tableau des 2 jeunes garçons s'était gravé dans leur mémoire, et ils furent bien près de retourner le voir. Quel charme, quelle réussite, et comme c'est simple. Il n'en voit pas lui-même la beauté. Il ne faut pas laisser passer cette occasion. Je vais l'acheter, disait Vronsky. Chapitre 13. Mikhaïlov vendit son tableau à Vronsky et consentit à faire le portrait d'Anna. Le jour convenu, il vint et se mit au travail. Dès la 5e séance, ce portrait frappa tout le monde, et surtout Vronsky, non seulement par sa ressemblance, mais par une beauté particulière. Il était étrange que Mikhaïlov eût saisi toute la particularité de la beauté de son modèle. Il faut la connaître, et l'aimer comme je l'aime, pour découvrir cette grâce exquise qui est un reflet de son âme, songeait Vronsky. Or, c'était précisément le portrait qui lui avait révélé cette grâce exquise, reflet de l'âme d'Anna. Et cette expression était si juste que les autres crurent comme lui la connaître de longue date. Je lutte depuis si longtemps, sans parvenir à rien, disait Vronsky en parlant de son portrait. Et lui, il lui a suffi de la regarder pour trouver. Voilà ce que c'est que la technique. Cela viendra, disait pour le réconforter Golenishtchev, qui estimait que Vronsky avait du talent et surtout une culture qui lui donnait des vues supérieures sur l'art. Cette assurance était renforcée par le besoin qu'il avait de la sympathie et des louanges de Vronsky pour ses propres travaux, et il se sentait que louange et sympathie devaient être réciproques. Chez les autres, et en particulier dans le palazzo de Vronsky, Mikhaïlov était un tout autre homme que dans son atelier. Il se montrait respectueux et distant, comme s'il craignait d'entrer dans l'intimité de gens qu'il n'estimait pas. Il appelait Vronsky « Votre Excellence », et jamais, malgré les invitations d'Anna et de Vronsky, il ne resta dîner, ni ne vint les voir en dehors des séances de pause. Anna était tout particulièrement aimable avec lui et lui était reconnaissante de son portrait. Vronsky le traitait avec plus que de la courtoisie et désirait visiblement connaître l'opinion de l'artiste sur sa propre peinture. Golenishtchev ne perdait aucune occasion de lui inculquer des idées saines sur l'art. Mais Mikhaïlov se montrait également froid envers tous. Anna sentait à son regard qu'il aimait la contempler. Mais il évitait de s'entretenir avec elle. Lorsque Vronsky lui parla de sa peinture, il se tut avec obstination et garda le même silence obstiné lorsqu'on lui montra le tableau de Vronsky. Il était visiblement excédé par la conversation de Golenishtchev et ne lui donnait point la réplique. Bref, Mikhaïlov, lorsqu'ils le connurent de plus près, leur déplut par son attitude réservée et inamicale, presque hostile. Ils furent contents lorsque les séances prirent fin. Il leur restait un beau portrait, et Mikhaïlov cessa de venir. Golenishtchev fut le premier à exprimer une opinion qu'ils partageaient tous, à savoir que Mikhaïlov était tout bonnement jaloux de Vronsky. N'employons pas le mot envie, car il a du talent. Mais il éprouve que l'humeur d'un homme riche, haut placé, compte par-dessus le marché. Ils haïssent tout cela, vous savez. Arrive son travail excessif à faire aussi bien que lui, sinon mieux, alors qu'il y consacre toute sa vie. L'essentiel, c'est la culture, et il en est dépourvu. Vronsky défendait Mikhaïlov,
Mais au fond de lui-même, il était de cet avis, car, selon lui, un homme d'un monde inférieur devait être envieux. Les deux portraits d'Anna, le sien et celui de l'artiste, auraient dû montrer à Vronsky la différence qu'il y avait entre lui et Mikhaïlov. Mais il ne la voyait pas. Cependant, après Mikhaïlov, il interrompit son portrait en déclarant qu'il était désormais superflu. Il continua à travailler son tableau inspiré du Moyen-Âge. Il trouvait, de même que Golenishtchev et surtout Anna, que ce tableau était très beau, parce qu'il ressemblait beaucoup plus aux toiles célèbres que les tableaux de Mikhaïlov. De son côté, Mikhaïlov, bien que le portrait d'Anna l'eût beaucoup intéressé, fut encore plus content que, lorsque les séances prirent fin, qu'il n'eut plus besoin d'écouter les commentaires de Golenishtchev sur l'art et qu'il put oublier la peinture de Vronsky. Il savait qu'on ne pouvait interdire à Vronsky de s'amuser. Il savait aussi que Vronsky avait, comme toutes les dilettantes, le droit de peindre ce qui lui plaisait, mais cela lui était désagréable. On ne peut empêcher un homme de se pétrir une grande poupée de cire et de l'embrasser. Mais si cet homme venait avec sa poupée s'asseoir devant des amoureux et commençait à la caresser comme l'amoureux caresse celle qu'il aime, ce serait désagréable pour l'amoureux. Mikhaïlov éprouvait le même sentiment pénible devant la peinture de Vronsky. Il trouvait cela ridicule, irritant, pitoyable et offensant. La passion de Vronsky pour la peinture et le Moyen-Âge dura peu. Il eut assez d'instinct artistique pour ne pas terminer son tableau. Il resta donc inachevé. Vronsky sentait confusément que ses défauts, peu apparents au début, seraient frappants s'il continuait. Il en avait été de lui comme de Golenishtchev, qui, sentant qu'il n'avait rien à dire, passait son temps à se duper soi-même en se disant que sa pensée n'était pas arrivée à un degré suffisant de maturité et qu'il lui fallait l'amener à terme tout en rassemblant des matériaux. Mais cela exaspérait et tourmentait Golenishtchev, tandis que Vronsky était incapable de se tromper lui-même et de se tourmenter, ni surtout d'en concevoir de l'aigreur. Avec la décision de caractère qui lui était propre, il cessa donc de peindre, sans donner d'explication, ni se justifier. Mais sans cette occupation, sa vie et celle d'Anna, étonnée de son désenchantement, lui sembla insipide dans cette ville italienne. Le palazzo lui parut soudain sale et délabré. Les taches des rideaux, les fentes des parquets, les corniches écaillées prirent un aspect sordide. L'éternel Golenishtchev, le professeur italien et le voyageur allemand devinrent intolérablement ennuyeux. Il fallait changer de vie. Ils décidèrent de retourner habiter en Russie, à la campagne. À Pétersbourg, Vronsky avait l'intention de procéder avec son frère au partage de leurs biens, et Anna désirait voir son fils. Ils passeraient l'été dans une vaste terre qui appartenait à Vronsky. Chapitre 14. Lévin était marié depuis près de 3 mois. Il était heureux, mais tout autrement qu'il l'avait imaginé. À chaque pas, il rencontrait des désillusions, mais aussi des enchantements imprévus. Il était heureux, mais une fois entré dans la vie conjugale, il voyait à chaque pas que ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il éprouvait ce qu'éprouverait un homme qui,
après avoir admiré la marche aisée et heureuse d'un bateau sur un lac, y aurait pris place à son tour. Il voyait qu'il ne suffisait pas de rester assis sans faire de faux mouvements. Il fallait encore observer la direction, sans la perdre de vue une minute. Songer à l'eau sous ses pieds et ramer. Et c'était douloureux pour des mains inexpérimentées. Contempler cette navigation était chose aisée. La diriger était peut-être passionnant, mais très difficile. Lorsqu'il était célibataire, il se contentait de sourire avec dédain dans son fort intérieur au spectacle de la vie conjugale des autres, de leurs soucis mesquins, de leurs querelles, de leurs jalousies. Dans son ménage, il était convaincu que non seulement il ne pouvait se produire rien de semblable, mais que les apparences elles-mêmes semblaient bien différentes. Et voilà que sa vie avec sa femme non seulement n'avait rien d'original, mais était faite au contraire de ces petitesses qu'il avait tellement méprisées jadis, et qui maintenant, contre sa volonté, prenaient une importance inusitée et incontestable. Et Lévin voyait qu'il n'était pas si facile de venir à bout de ces petitesses qu'il avait crues tout d'abord. Bien qu'il crût se faire une idée très exacte du mariage, comme tous les hommes, il n'espérait y trouver que les plaisirs de l'amour, sans aucun obstacle et sans détails prosaïques. Il devait, selon lui, poursuivre son travail et se reposer auprès d'elle dans le bonheur de l'amour. Elle devait se contenter d'être aimée. Mais, comme tous les hommes, il oubliait qu'elle aussi avait une tâche à accomplir. Il s'étonnait que cette poétique et charmante Kitty pût, dès les premiers jours de leur vie conjugale, songer aux nappes, aux meubles, aux matelas, aux cuisiniers, à la table, etc. Dès leur fiançailles, il avait été frappé de la netteté avec laquelle elle avait refusé un voyage à l'étranger et décidé d'aller à la campagne, comme si elle savait ce qui leur convenait et pouvait encore penser à autre chose qu'à son amour. Cela l'avait blessé, et à présent, il se sentait encore offensé de l'activité mesquine qu'elle déployait. Mais il voyait qu'elle ne pouvait faire autrement. Et, comme il l'aimait, il ne pouvait s'empêcher de l'admirer, tout en la plaisantant à l'occasion et sans comprendre les raisons de sa conduite. Il riait de la voir répartir les meubles amenés de Moscou, changer l'ameublement de leur chambre, accrocher des rideaux, installer des pièces pour leurs amis, pour Dolly, diriger sa nouvelle femme de chambre et le vieux cuisinier, entrer en discussion avec Agathe Mikhailovna et lui enlever la garde des provisions. Il voyait le vieux cuisinier sourire en recevant des ordres fantaisistes, impossibles à exécuter. Il voyait Agathe Mikhailovna hocher la tête d'un air affectueux et pensif devant les nouvelles dispositions de sa jeune maîtresse. Il trouvait Kitty tout particulièrement délicieuse lorsqu'elle venait, moitié riant, moitié pleurant, lui raconter que Matcha la considérait toujours comme une jeune fille et que personne ne la prenait au sérieux. Tout ceci lui paraissait charmant mais étrange, et il songeait qu'il s'en serait fort bien passé. Il ne devinait pas le changement qu'elle éprouvait. Chez ses parents, si elle avait envie de choux au kvass, de bonbons, elle ne pouvait obtenir ni l'un ni l'autre, tandis que maintenant, elle était libre de se commander ce qu'elle voulait, d'acheter des montagnes de bonbons, des gâteaux, de dépenser autant d'argent qu'il lui plaisait. Maintenant, elle rêvait avec joie à l'arrivée de Dolly et des enfants. Elle ferait confectionner pour chacun des enfants le gâteau qu'ils préféraient, et Dolly apprécierait sa nouvelle installation.
Elle ne savait pas elle-même pourquoi, mais les détails du ménage l'attiraient irrésistiblement. Sentant d'instinct l'approche du printemps, et sachant qu'il y aurait aussi de mauvais jours, elle construisait son nid comme elle pouvait, et se hâtait tout à la fois de le construire et d'apprendre comment faire. Ces préoccupations mesquines de Kitty, si contraires à l'idéal de bonheur sublimé rêvé par Lévin, furent un de ses désenchantements. Et cette même activité, dont le sens lui échappait, mais qu'il ne pouvait voir sans plaisir, fut un de ses nouveaux enchantements. Les querelles furent aussi une désillusion et un enchantement. Jamais Lévin ne se serait imaginé qu'entre sa femme et lui puissent exister d'autres rapports que ceux de la tendresse, du respect et de l'amour, et cependant ils se disputèrent dès les premiers jours. Elle lui déclara qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'aimait que lui-même, et fondit en larmes avec de grands gestes de désespoir. La première de ces querelles eut lieu à la suite d'une course que fit Lévin à une nouvelle ferme. Il était resté une demi-heure de trop, parce qu'il avait voulu prendre un raccourci et s'était égaré. Il rentrait chez lui, ne pensant qu'à elle, à son amour, à son bonheur. Plus il approchait, plus il était enflammé de tendresse pour elle. Il monta en courant à sa chambre avec un sentiment encore plus violent que celui qui l'animait lorsqu'il était venu chez les Shtcherbatsky demander sa main. Et voici qu'elle l'accueillait avec un visage sombre qu'il ne lui avait jamais vu. Il voulut l'embrasser, elle le repoussa. « Qu'as-tu ? Cela t'amuse » commença-t-elle, en désirant se montrer froidement sarcastique. Et dès qu'elle eut ouvert la bouche, l'absurde jalousie qui l'avait torturée pendant cette demi-heure qu'elle avait passée à l'attendre assise sur le bord de la fenêtre éclata en paroles de reproche. Alors seulement il comprit ce qu'il n'avait fait qu'entrevoir lorsqu'après la cérémonie ils étaient sortis ensemble de l'église. Il comprit que non seulement elle lui était proche, mais qu'il ne savait plus bien où elle finissait et où il commençait. Il le comprit au sentiment douloureux de dédoublement qu'il éprouva en cette minute. Il fut d'abord blessé, mais il sentit au même instant qu'il ne pouvait être blessé par elle, puisqu'elle faisait partie de lui-même. Il ressentit la première minute un sentiment semblable à celui qu'éprouve un homme qui, après avoir reçu un coup violent par derrière, se retourne avec humeur dans le désir de se venger, pour s'apercevoir qu'il s'est heurté par mégarde, qu'il ne peut s'en prendre à personne et qu'il doit supporter sa douleur. Jamais dans la suite, il ne ressentit cela avec une telle force. Mais cette première fois, il fut longtemps avant de se ressaisir. Un sentiment naturel lui ordonnait de se justifier, de lui montrer son erreur, mais c'eût été l'irriter encore davantage et aggraver leur désaccord, cause de tout le malheur. Un sentiment habituel lui intimait de rejeter la faute et de la reporter sur elle. Un autre sentiment, plus fort, lui intimait d'apaiser au plus tôt le différend sans lui laisser le temps de s'aggraver. Rester chargé d'une pareille accusation était torturant, mais lui faire mal en se justifiant était encore pire. Comme un homme en proie à la douleur, dans un demi-sommeil, il voulait arracher la partie malade. Mais lorsqu'il eut repris ses esprits, il s'aperçut que la partie malade, c'était lui-même. Il fallait seulement s'efforcer de prendre son mal en patience. Et c'est ce qu'il fit. Ils se réconcilièrent. Consciente de sa faute, sans vouloir en convenir, elle se montra plus tendre envers lui et leur bonheur en fut doublé. Mais cela n'empêcha pas ces heurts de se renouveler, et même assez fréquemment, sous les prétextes
les plus inattendus et les plus futiles. Ces heurts se produisaient souvent, et parce qu'ils ne savaient pas encore ce qui, pour l'autre, avait de l'importance, et parce que pendant toute cette première période, ils furent constamment l'un et l'autre de mauvaise humeur. Quand l'un était de bonne humeur et l'autre de mauvaise humeur, la paix n'était pas compromise. Mais lorsqu'ils étaient tous deux de mauvaise humeur, les heurts se produisaient sous des prétextes si incompréhensibles et si insignifiants que, dans la suite, ils ne pouvaient absolument pas se rappeler à quel sujet ils s'étaient disputés. Il est vrai que lorsqu'ils étaient tous deux de bonne humeur, leur joie de vivre redoublait. Mais, malgré tout, cette première période fut pénible pour eux. Pendant toute cette époque, il y eut entre eux une tension, comme si chacun tirait de son côté la chaîne qui les liait. Cette lune de miel dont, selon la tradition, Lévin attendait tellement, non seulement ne fut pas une lune de miel, mais resta dans leurs souvenirs à tous deux comme l'époque la plus pénible et la plus humiliante de leur vie. Ils s'efforcèrent par la suite de rejeter de leur mémoire les incidents honteux et ridicules de cette période malsaine où ils s'étaient trouvés si rarement dans un état normal. Ce ne fut que pendant le 3e mois de leur vie commune, après leur retour de Moscou, où ils étaient allés passer un mois, que leur vie fut moins heurtée. Chapitre 15. Ils venaient d'arriver de Moscou et étaient heureux de leur solitude. Il était devant son bureau et écrivait. Kitty, dans une robe lilas sombre que son mari aimait parce qu'elle l'avait portée les premiers jours qui avaient suivi leur mariage, était assise sur un divan. Ce même vieux divan de cuir qui avait toujours été dans le bureau du grand-père et du père de Lévin, et elle faisait de la broderie anglaise. Il réfléchissait et écrivait, heureux de sentir sa présence. Il n'avait abandonné ni son domaine, ni le livre où devaient être exposés les fondements d'une nouvelle économie rurale. Mais de même qu'autrefois ses occupations lui avaient semblé misérables en comparaison des ténèbres qui recouvraient sa vie, de même elles lui paraissaient misérables et futiles en comparaison de la lumière éclatante qui maintenant inondait son existence. Il poursuivait ses travaux, mais il sentait maintenant que le centre de gravité de son attention s'était déplacé et que, par suite, il envisageait son activité d'une autre façon, avec plus de lucidité. Autrefois, cette activité était pour lui l'unique planche de salut. Aujourd'hui, elle lui était indispensable pour que sa vie ne fût pas trop uniformément lumineuse. En reprenant ses papiers et en relisant ce qu'il avait écrit, il découvrit avec plaisir que ce travail méritait d'être poursuivi. Un grand nombre de ses anciennes idées lui parurent superflues et outrées. Mais par contre, beaucoup de lacunes se comblèrent lorsqu'il repassa toute la question dans sa mémoire. Il écrivait maintenant un nouveau chapitre sur les causes de la situation précaire de l'agriculture en Russie. Il démontrait que la pauvreté de la Russie était due non seulement à l'injuste répartition des propriétés et à une fausse direction, mais aussi à l'introduction artificielle de la civilisation européenne et, en particulier, aux voies de communication, aux chemins de fer qui avaient entraîné la concentration dans les villes
le développement du luxe et, en conséquence, le développement de l'industrie, du crédit et de son compagnon, la spéculation, au détriment de l'agriculture. Selon lui, l'accroissement normal de la richesse dans un pays ne s'accompagnait de ces phénomènes que lorsque l'agriculture avait atteint un développement proportionnel. Tandis qu'il écrivait, Kitty songeait à l'attention insolite que son mari avait témoignée au jeune prince Tcharsky, qui lui avait fait une cour assez indiscrète la veille de leur départ. « Il est jaloux, pensa-t-elle. Mon Dieu, qu'il est gentil et qu'il est bête. Il est jaloux. S'il savait que tous les hommes me font autant d'effet que Pierre le cuisinier, songeait-elle, en regardant avec un sentiment de propriété étrange pour elle, sa nuque et son cou rouge. Bien que ce soit dommage d'interrompre ses occupations, mais il a le temps. Il faut que je voie son visage. Sentira-t-il que je le regarde? Je veux qu'il se retourne. Je le veux. Là. Et elle ouvrit les yeux tout grands, espérant par là donner plus de force à son regard. Oui, ils attirent à eux toute la sève et donnent un faux éclat, marmonna-t-il, en s'arrêtant d'écrire et en sentant qu'elle le regardait. Il se retourna en souriant. « Qu'y a-t-il » lui demanda-t-il en souriant et en se levant. Il s'est retourné, songea-t-elle. Rien. Je voulais que tu te retournes, dit-elle, en le regardant et en essayant de deviner s'il était fâché qu'elle l'eût interrompu. Comme nous sommes bien ainsi tous les deux. Moi, du moins, dit-il, en s'approchant d'elle, rayonnant de bonheur. Et moi, je ne veux plus aller nulle part, surtout pas à Moscou. À quoi pensais-tu? Moi? Je pensais... Non, non, va écrire. Ne te laisse pas distraire, dit-elle avec une moue. Il faut que je coupe tous ces petits trous-là, tu vois? Elle prit ses ciseaux et commença à couper l'étoffe. Non? Dis-moi à quoi tu pensais, dit-il en s'asseyant à côté d'elle et en suivant le mouvement circulaire de ses petits ciseaux. Ah oui, je pensais à Moscou, à ta nuque. Pourquoi suis-je si heureux? Ce n'est pas naturel. C'est trop beau, dit-il en lui baisant la main. Moi, c'est le contraire. Mieux cela va, plus je trouve cela naturel. Tu as une petite mèche, lui dit-il en lui tournant la tête avec précaution. Ici, laisse cela. Nous nous occupons de choses sérieuses. Mais les choses sérieuses furent abandonnées, et ils se séparèrent brusquement comme des coupables, quand Cosme vint annoncer que le thé était servi. « Est-on venu de la ville » lui demanda Lévin. « À l'instant. On trie le courrier. »« Dépêche-toi, » lui dit-elle, en quittant le bureau. « Sinon, je lis les lettres sans toi. Ensuite, nous jouerons à quatre mains. » Lévin, demeuré seul, rangea ses cahiers dans un buvard neuf que lui avait acheté sa femme, puis se lava les mains dans un lavabo neuf aux accessoires élégants qui avait également fait son apparition avec Kitty. Il souriait à ses pensées et hochait la tête d'un air désapprobateur. Un sentiment proche du repentir le tourmentait. Il y avait dans sa vie présente quelque chose de mou. Les
délices de Capoue, songeait-il, dont il se sentait honteux. Ce n'est pas bien de vivre ainsi. Voici bientôt 3 mois que je n'ai presque rien fait. Aujourd'hui, c'est pour ainsi dire la première fois que je me remets au travail, et j'y ai renoncé aussitôt après avoir commencé. J'ai même à peu près abandonné mes occupations habituelles. Je ne surveille plus mon domaine. Tantôt je regrette de la quitter, tantôt je vois qu'elle s'ennuie. Et moi qui pensais que jusqu'au mariage, la vie ne comptait pas, qu'elle ne commençait réellement qu'après. Voici bientôt 3 mois, et jamais je n'ai passé mon temps dans une pareille oisiveté. Non, c'est impossible. Il faut commencer. Bien entendu, ce n'est pas sa faute. On ne peut rien lui reprocher. C'est moi qui devrais être ferme, défendre mieux mon indépendance. Naturellement, ce n'est pas sa faute, se disait-il. Mais il est difficile à un homme mécontent de ne pas reprocher à quelqu'un d'autre, et surtout à ses proches, ce dont il est mécontent. Aussi, Lévin se mit à penser confusément que ce n'était pas elle qui était coupable. Elle ne pouvait être coupable de rien, mais son éducation trop superficielle et trop frivole. Cette imbécile de Tcharsky. Je sais qu'elle voulait le tenir en respect, mais elle n'a pas su. Oui, outre la maison, la toilette et la broderie anglaise, elle n'a pas d'intérêt sérieux. Ni mon travail, ni le domaine, ni les paysans, ni la musique, quoiqu'elle l'ait beaucoup pratiquée, ni la lecture ne l'intéresse. Elle ne fait rien et elle est parfaitement satisfaite. Lévin, en la jugeant ainsi, ne comprenait pas encore que Kitty se préparait à une période d'activité où elle devrait être tout à la fois épouse, maîtresse de maison, mère, nourrice et éducatrice. Il ne comprenait pas qu'elle savait cela d'instinct, et que tout en se préparant à cette terrible tâche, elle s'accordait quelques minutes d'insouciance et de bonheur, en construisant gaiement son futur nid. Chapitre 16. Lévin monta au premier, où il trouva sa femme assise auprès d'un samovar et d'un service à thé flambant neuf. Elle avait fait asseoir la vieille Agathe Mikhailovna près du guéridon avec une tasse de thé et lisait une lettre à Dolly, avec qui elle entretenait une correspondance suivie. « Vous voyez, votre dame m'a fait asseoir à côté d'elle, » dit Agathe Mikhailovna à Lévin, avec un sourire amical. Dans ces mots, Lévin lut le dénouement du drame survenu ces derniers temps entre Agathe Mikhailovna et Kitty. Il voyait que malgré tout le chagrin qu'elle avait causé à la vieille servante en lui ôtant les rênes du gouvernement, Kitty, victorieuse, avait su se faire aimer. « J'ai ouvert cette lettre qui t'était adressée, » dit Kitty en lui tendant une lettre à l'écriture maladroite. « C'est de cette femme, je crois, de ton frère. Je ne l'ai pas lue. Moi, j'ai reçu une lettre de mes parents et une autre de Dolly. Figure-toi que Dolly a conduit Gritcha et Tania à un bal d'enfants chez les Sarmatsky. Tania était en marquise. » Mais Lévin ne l'écoutait pas. Il prit en rougissant la lettre de Marie Nikhailovna, ancienne compagne de son frère, et commença à la lire. C'était la seconde lettre qu'il recevait d'elle. Dans la première, Marie Nikhailovna écrivait que son frère l'avait
chassée, bien qu'elle fût innocente, et ajoutait, avec une naïveté touchante, que quoi qu'elle fût dans le besoin, elle ne demandait rien, mais se tourmentait à la pensée que Nicolas Dmitrievitch, faible comme il était, allait dépérir, et elle demandait à son frère de ne pas le perdre de vue. Aujourd'hui, elle écrivait qu'elle avait retrouvé Nicolas Dmitrievitch, qu'ils avaient repris la vie commune à Moscou et qu'ils étaient partis dans une ville de province où il avait reçu son chef et où il avait reçu un emploi administratif. Là-bas, il s'était disputé avec son chef et était revenu à Moscou. Mais, en chemin, il était tombé si gravement malade qu'elle doutait qu'il se relevât. Il parle toujours de vous, et il n'a plus d'argent, disait-elle. Tiens, Dolly parle de toi, reprit Kitty en souriant. Mais elle s'arrêta soudain, en remarquant l'altération de la physionomie de son mari. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle m'écrit que mon frère Nicolas est sur le point de mourir. Je pars auprès de lui. Le visage de Kitty se transforma brusquement. Tania en marquise et Dolly avaient disparu de son esprit. Quand ? dit-elle. Demain. Est-ce que je peux aller avec toi ? Kitty. Voyons. À quoi penses-tu ? lui dit-il d'un ton de reproche. À quoi je pense ? répondit-elle, blessée de voir sa proposition reçue avec humeur et de si mauvaise grâce. Pourquoi n'irais-je pas ? Je ne te gênerai en rien, J'y vais parce que mon frère est mourant, dit Lévin. Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi ? Pour la même raison que toi. Même dans un moment aussi grave, elle ne pense qu'à l'ennui de rester seule, songea Lévin, et qu'elle inventa des prétextes dans une situation aussi grave l'irrita. C'est impossible, dit-il sévèrement. Agathe Mikhailovna, voyant qu'ils allaient se quereller, posa sans bruit sa tasse et sortit. Kitty ne s'en aperçut même pas. Le ton avec lequel son mari avait prononcé ces dernières paroles l'avait d'autant plus offensée que, visiblement, il ne croyait pas ce qu'elle lui avait dit. « Et moi, je te dis que si tu pars, je pars avec toi sans faute, » reprit-elle précipitamment d'un ton courroucé. « Pourquoi serait-ce impossible ? Pourquoi dis-tu que c'est impossible ? Parce que nous allons voyager Dieu sait comment, par de mauvais chemins, descendre dans des hôtels. Tu me gênerais, dit Lévin, qui s'efforçait de conserver son sang-froid. Pas le moins du monde, je n'ai besoin de rien. Là où tu peux aller, je peux aller aussi. Quand ce ne serait qu'à cause de cette femme que tu ne peux pas fréquenter. Je ne sais rien et ne veux rien savoir. Je sais que le frère de mon mari se meurt, et que mon mari se rend auprès de lui, et je l'accompagne pour... Kitty, ne te mets pas en colère, mais réfléchis. La situation est si grave que cela me ferait mal de penser que tu y mêles un sentiment de faiblesse. La crainte de rester seule. Si tu t'ennuies, va à Moscou. C'est cela. Tu m'attribues toujours des pensées basses et vulgaires, reprit-elle avec des larmes de colère. Ce n'est nullement de la faiblesse. Je sens que mon devoir est d'être auprès de mon mari dans le malheur. Mais tu me fais de la peine exprès. Tu fais exprès de ne pas comprendre. Ah, c'est affreux d'être esclave à ce point, s'écria Lévin en se levant, incapable de contenir plus longtemps son humeur. Mais au même instant,
Il sentit que c'était un coup qu'il se portait à lui-même. « Alors pourquoi t'es-tu marié? Tu serais libre. Pourquoi? Si tu t'en repens, fit-elle. Elle se leva brusquement et se sauva dans le salon. Lorsqu'il la rejoignit, elle était suffoquée par les sanglots. Il commença à parler, désireux de trouver les mots qui pourraient sinon la dissuader, du moins la calmer. Mais elle ne l'écoutait pas, et ne voulait convenir de rien. Il se pencha vers elle et prit une de ses mains qu'elle lui refusa. Il lui baisa la main, embrassa ses cheveux, lui baisa encore la main. Elle se taisait toujours. Mais lorsqu'il lui saisit le visage dans ses deux mains et lui dit « Kitty », elle se ressaisit brusquement, pleura un instant et ils firent la paix. Ils décidèrent de partir ensemble le lendemain. Lévin dit à sa femme qu'il croyait qu'elle ne désirait l'accompagner que pour rendre service et convint que la présence de Marie Nikolaïevna auprès de son frère n'avait rien d'inconvenant. Mais, au fond de son cœur, il partait mécontent et d'elle et de lui. Il était mécontent d'elle parce qu'elle n'avait pu prendre sur elle de le laisser partir alors que c'était nécessaire. Comme il lui paraissait étrange de penser qu'il y a si peu de temps encore, il n'osait croire qu'elle pût l'aimer et que maintenant, il se sentait malheureux parce qu'elle l'aimait trop. Il était mécontent de lui parce qu'il avait manqué de caractère. Mais surtout, il redoutait ce rapprochement entre Kitty et cette femme qui vivait avec son frère. Et c'était avec effroi qu'il songeait à tous les heurts qui pouvaient se produire. À la seule pensée que sa femme, sa Kitty, se trouverait dans la même chambre qu'une fille, il frissonnait d'horreur et de dégoût.